Maroc, l'immigration est une arme, les immigrés, c'est munitions. Pour atteindre ces objectifs, le Maroc ouvre le robinet migratoire et laisse entrer 10 000 personnes à Ceuta. En 48 heures, il touchera 30 millions d'euros. Que s'est-il passé? Jusqu'à quel point? L'Europe est de mèche avec certains lobbies pour que ce problème ne soit pas une conséquence de négligence. Mais un plan? Les organisations non gouvernementales et la majorité des organisations humanitaires actives autour de l'immigration illégale n'ont pas besoin de financeurs étrangers. C'est la propre Commission européenne qui finance tout le système des organisations humanitaires. La plupart des subventions aux organisations humanitaires viennent d'Europe, des conseils départementaux, des mairies ou du gouvernement. Leur principal robinet public les alimente. J'en ai reçu beaucoup, je les ai dénoncés et on m'a frappé à la tête en sortant de chez moi. Pour faire tout ce que je fais maintenant, de la part de la population maghrébine, pour faire ce que je fais, Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de la Factoria. Cette fois-ci, nous avons le grand expert en immigration illégale et en criminalité, Ruben Pulido. Comment vas-tu, Ruben? Ravi de t'accueillir. non, le plaisir est pour moi. Ruben, pour ceux qui ne te connaissent pas. Comme j'ai beaucoup de spectateurs d'Amérique hispanique, pratiquement toutes les personnes de mon public espagnol te connaissent déjà. Comment te définirais-tu? Qui es-tu? Es-tu un activiste? Quel est ton parcours pour t'exprimer avec autant d'autorité sur ces sujets? Aujourd'hui, Je suis un serviteur de la patrie. Je suis entré dans les forces armées à 19 ans, j'y ai passé plus de 10 ans. J'ai prêté serment au drapeau avec fierté. Et je dis toujours que maintenant, je continue à défendre mon pays, mais dans d'autres tranchées, en sensibilisant sur ce qui se passe, en lien avec l'immigration illégale et incontrôlée. Et lorsque j'ai quitté les forces armées, je me suis donc spécialisé dans tout cet univers de l'immigration. J'ai conseillé des partis politiques et différentes entités dans ce domaine. Et voilà, c'est ce qui m'occupe depuis que j'ai quitté ces autres tranchées et où je suis maintenant. Eh bien, comme je te le dis, j'essaie de sensibiliser les citoyens à la situation car il y a beaucoup d'ignorance. Les gens ne connaissent pas l'ampleur du problème et ce n'est plus seulement un problème, mais une menace qui pèse sur nous. Avec la question de l'immigration illégale et incontrôlée, parce que c'est aussi important, parce que l'immigration illégale est dans une situation de perte de contrôle. Beaucoup de gens arrivent dans notre pays en utilisant des voies légales, comme les aéroports. Mais ensuite, leurs séjours deviennent illégaux et il y a aussi un chaos aux frontières au niveau aérien. Beaucoup de gens utilisant de faux documents demandent des visas touristiques qui ensuite se transforment en séjours illégaux. Et beaucoup de gens ne sont pas contrôlés parce que les forces et corps de sécurité de l'État n'ont pas les moyens, ni logistiques, ni humains. Lorsque le flux de personnes, aussi bien au niveau maritime qu'au niveau terrestre, qu'au niveau aérien, est. Comme actuellement, il est difficile de contrôler les entrées dans notre pays, très compliqué. Et cela, évidemment, est utilisé par des réseaux criminels pour s'infiltrer avec des intentions qui ne sont pas de contribuer, mais de déstabiliser. Ruben, considères-tu l'immigration illégale incontrôlée comme une menace? Nous avons récemment le cas d'Alcalá de Henares, nous avons aussi récemment le cas d'attouchement sur une fillette de 11 ans dans une piscine de Murcie. Nous avons le passage à tabac qu'un vieil homme vient de subir à Torre Pacheco. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais ça me fait bouillir le sang. Qu'est-ce que tu penses de tous ces cas? Voyons voir. Tout cela se produit parce qu'en ce moment, il y a de nombreuses des régions d'Espagne, et même le pays lui-même, l'Espagne, qui sont devenus un parc à thème pour la délinquance importée. Pourquoi est-ce que je le définis ainsi? Je le définis ainsi car ces faits délictueux sont plus sévèrement punis dans ces pays d'origine qu'en Espagne. Alors, pour eux, c'est un parc d'attractions. Ils peuvent commettre des délits de façon répétée. À Barcelone, nous en avons un exemple, où même cette multirécidive délictueuse a été portée devant une commission parlementaire. Parce que, étonnamment, maintenant, les partis politiques tant présents au Parlement catalan se sont rendus compte que cela existe, que cela se passe dans les rues. Cette multirécidive délictueuse qui provient d'autres pays.
Et donc, face à toute cette impunité qui entoure tous ces faits délictueux, ils deviennent répétitifs, hein, si vous me permettez la redondance du terme. Ils volent avec violence et passent en justice. Comme il est algérien, on ne peut pas l'expulser faute d'accord de rapatriement avec l'Algérie. Libéré sous caution, mais il ne reste pas en prison, il ne reste pas en détention ni en attente de rapatriement. En plus, Henri est souvent sans papier. Pour les Marocains, c'est pareil. Le régime marocain décide combien on peut renvoyer ou non. Donc quand un Marocain est arrêté, c'est la même chose. S'ils ont libéré celui qui a tué un jeune avec une batte de baseball à Alicante, ils l'ont laissé partir dans l'affaire. De Gata de Gorgos. N'est-ce pas, Eva? Exactement, ils l'ont libéré. Et c'est comme ça. Attouchement sur une mineure? Eh bien c'est possible, c'est déjà un commentaire très récurrent, même sur les réseaux sociaux. Je le vois sur mon compte X. Quand je relais un fait délictueux, je vois un commentaire. Demain, il est dans la rue, demain, il est dehors, c'est comme ça, et après-demain, il est dans la rue. Il recommence à commettre un autre délit, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et ainsi des profils avec jusqu'à 40 ou 50 antécédents policiers. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est dû à la situation actuelle à nos frontières. Parce que nos frontières ne sélectionnent pas qui entre et qui n'entre pas dans notre pays. Ce sont des frontières inexistantes, à travers lesquelles n'importe qui peut entrer. Et quand tu laisses entrer n'importe qui, ce n'est pas celui qui veut faire carrière dans ton pays qui va en profiter, c'est celui qui en profite déjà. Des délinquants ordinaires, mais aussi des profils très radicalisés entrent également ces dernières années, et dont on parle très peu. Il ne s'agit pas seulement d'une crise migratoire qui étouffe nos frontières et apporte criminalité et délinquance importée, mais aussi de l'exportation du terrorisme. Parce qu'il suffit de consulter les bilans du ministère de l'Intérieur, les bilans de la lutte contre le terrorisme, ceux qui sont publics, les bilans de la lutte contre le terrorisme, ministère de l'Intérieur. N'importe qui peut le consulter et nous pouvons voir comment les arrestations ont explosé de façon exponentielle. Il y a quelques années, il y a 2 ans, nous terminions l'année avec une 60aine d'arrestations, l'année dernière avec plus de 80. Depuis le début de l'année, nous dépassons déjà la 50aine. Il indique que l'année va se terminer avec plus de 100 personnes arrêtées pour terrorisme djihadiste sur le territoire européen. En Espagne, nous ne parlons pas de plus de 100 arrestations à Casablanca, au Maroc ou en Algérie, où l'on lutte aussi contre le terrorisme et l'amitié. Mais nous parlons bien de l'Espagne. En Espagne, plus de 100 individus, car l'année va se terminer ainsi, avec plus de 100 individus arrêtés, qui avaient l'intention de former des cellules djihadistes, de commettre des attentats sur le territoire espagnol, de mettre en place des centres de régulation. Tout cela, tout ce que je dis, s'est passé sur le sol espagnol, comme sur le sol espagnol. En ce moment aussi, les réseaux de ces mêmes criminels sont installés, facilitant les voies de l'immigration illégale pour récupérer leurs clients. Avant, ils les emmenaient à Almeria, où ils débarquaient et se débrouillaient grâce aux organisations humanitaires, compatriotes et autres. Non, maintenant les trafiquants sont déjà ici. Et très souvent, ils t'attendent avec une voiture au bord de la route. La route qui relie la crique où tu as débarqué, pour te conseiller sur où aller, quoi faire ou éviter. Avec quelle organisation non gouvernementale contacter, avec quelle compagnie voyager pour que la police ne sache rien de toi. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Et face à une telle situation, eh bien, il ne reste plus qu'à s'attendre à ce que la délinquance augmente de façon exponentielle et qu'un jour ou l'autre, nous subissions un nouvel attentat terroriste. Ça ne saurait tarder. Pas un attentat comme celui que nous avons déploré récemment à Algeciras, où ils ont tué un sacristain. Non, un attentat comme celui des Ramblas. Ça va arriver. Si nous ne résolvons pas la situation actuelle, ça va arriver. Et il ne faudra pas attendre longtemps. Tu ne vois pas qu'il y a aussi un mécontentement extrêmement violent qui se crée avec la situation actuelle, avec les cas que je viens de te mentionner précédemment? Alcalá de Henares, Murcia et Torre Pacheco. Quelle fin cela va-t-il avoir, Ruben? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si le gouvernement ne met pas en place les mesures nécessaires pour cela, en fait, Promeut qu'ils viennent. Bien sûr qu'il le promeut. Il y a un système de traite institutionnalisé dans notre pays.
C'est que, lorsqu'ils arrivent, il y a des organisations humanitaires qui accèdent à cette immigration illégale avant même la police nationale. Des organisations humanitaires qui sont financées par le gouvernement lui-même. À travers ce qu'on appelle ministère, ce qu'ils ont appelé ministère des migrations, dont je ne sais pas à quoi ils servent. Ils auraient pu créer un ministère de la promotion de l'immigration illégale parce qu'au final, c'est ce qu'ils font. Ça collerait mieux que ce ministère des migrations. Alors, face à une situation où tu vois comment le gouvernement favorise l'immigration illégale, tu vois comment la police, quand tu réagis face aux problèmes liés à l'immigration illégale, te traite de xénophobe et de raciste. Tu vois que le système ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu fais? Au final, tu dois te défendre toi-même. Si ni le gouvernement, ni la police, ni la garde civile, ni les autorités locales ne te défendent. Selon l'endroit où un fait de ce genre se produit, au final, tu dois te défendre toi-même. Et encore plus si tu as une famille, si tu as des enfants, si tu as des filles. Bien sûr, les citoyens qui se trouvaient à Alcalá de Henares, beaucoup étaient des pères qui avaient des filles et ils sont inquiets par la situation. Ils ne veulent pas qu'un Malien viole leur fille. Est-ce normal qu'ils réagissent ainsi? Nous devons protéger les nôtres, nous devons protéger nos enfants, nous devons protéger nos grands-parents, nos parents. Si la police ne les protège pas et que la police te criminalise toi pour agir face à une débâcle comme celle-ci, eh bien au final, ça te pousse à le faire toi-même, tu dois te défendre. C'est impératif et c'est un devoir. C'est un devoir, c'est un devoir. Si nous ne voulons pas que cela se produise, mettons en place les mécanismes nécessaires pour que cela n'arrive pas. Au final, ils sont mieux protégés. Je vais à Torre Pacheco, sûrement déjà parti quand ce podcast sortira. Je suis convaincu que si je vois un acte délictueux et que j'interviens de façon violente, je vais subir plus de conséquences que l'auteur de cet acte. Bien sûr, parce qu'ils sont des minorités. Oui, on a inventé ce terme, non? De minorité. Quoi faire? D'une certaine manière, poursuivre celui qui réagit face à des faits de toutes sortes déclenchés par cette minorité. Parce que sinon, une organisation humanitaire arrive et criminalise le policier qui a arrêté cette minorité. Toi, tu fais partie de la majorité. Si on t'arrête, tu baisses la tête, c'est comme ça. Tout cela est en train de se passer. Non seulement à cause du pouvoir politique et de la dérive de ce pouvoir politique, mais aussi à cause de notre docilité face à ce pouvoir politique. Et à cause de notre manque de vigilance envers ce pouvoir politique. Et l'incapacité de réaction du peuple espagnol face à ce qui se passe. Alors, quand tu laisses passer les choses trop longtemps, quand tu laisses passer les choses des mois, tu laisses passer les choses des années. Tu votes encore pour des options politiques qui favorisent ça. Plus tu laisses traîner un problème, plus l'action que tu devras prendre pour éviter ce problème sera radicale. Et c'est ce qui est en train de se passer. De toute façon, le gouvernement y gagne, non? Que le chaos règne dans nos rues parce qu'apparemment, la polarisation arrange bien le gouvernement actuel. Mais ça ne date pas d'hier, déjà Zapatero avait été surpris micro fermé avec Gabilondo en train de dire qu'il fallait mettre plus de pression. Ça les arrange, ça leur permet de pointer du doigt des gens, de dire « voilà les racistes ». Ils portaient un drapeau espagnol. Celui-ci votait Vox, l'autre votait PP, un autre était du Frente Obrero, un autre venait avec Alvise Pérez. Bien sûr, ils veulent dessiner un ennemi. C'est nous tous contre eux, et ils se présentent comme la seule solution qui n'apporte jamais de solution. Pour eux, c'est le scénario parfait. Et puis, dans tout ce parcours de tactique politique, eh bien, on prend et on remplit notre pays de personnes qu'on va ensuite régulariser, et qui vont voter pour nous, et qui ne seront que des ventres. Reconnaissants. Je comprends, Ruben. Je veux maintenant parler avec toi de l'immigration en elle-même, de l'immigration illégale en elle-même. Il y a plusieurs mythes qui circulent en Espagne, surtout dans le secteur progressiste, qui disent « Comment ne pas les accueillir ?» D'abord s'ils sont mineurs, ensuite s'ils fuient la guerre. Toi qui es expert dans ce domaine, est-ce vraiment le cas? Les personnes qui arrivent sont-elles des mineurs? Fuyant-ils vraiment la guerre? Pourquoi seuls des hommes viennent-ils? Quel est le pourcentage hommes et femmes? Je veux parler de chiffres et statistiques. Aujourd'hui, je t'ai mentionné qu'il y a eu une dispute sur un groupe WhatsApp que j'ai avec mes chers amis de Villalba.
Et il y avait des gens qui défendaient pour que non, que c'était des mineurs qui entraînent, que non, que la délinquance n'est pas strictement liée à l'immigration venant de certains endroits, que les Espagnols commettent plus de délits, etc. J'aimerais détailler tous ces sujets que je viens de mentionner parce qu'il me semble extrêmement important de démonter certains mythes, pour qu'ensemble, avec la vérité en main, nous puissions mettre en place des solutions pour le bien général des Espagnols autochtones et des immigrés illégaux, même maghrébins, pardon, et des immigrés légaux, maghrébins, colombiens, vénézuéliens, dominicains, qui sont ici et apportent un bien à la société. Toi, si tu fuis un conflit, tu laisses là-bas tes enfants, tu laisses là-bas ta femme, non? Au contraire, tu fais partir ta femme et tes enfants, et tu restes pour régler la situation dans ton pays. Comme cela s'est passé récemment avec l'Ukraine, ou comme cela s'est passé avec de nombreux citoyens russes. Les hommes sont restés là-bas, seules les femmes et les enfants sont venus en Europe. C'est fuir la guerre, c'est fuir un conflit. Pour débuter, si l'on considère la question démographiquement, c'est que cet argument s'effondre de lui-même. En partant de ce que je viens de te dire, des statistiques que le gouvernement ne va pas te présenter. Des statistiques démographiques. Mais qui les a? Pourquoi les a-t-il? Parce que la garde civile collecte des données. La garde civile rédige des rapports internes auxquels j'ai accès assez fréquemment. Je collabore avec la garde civile sur des questions d'immigration illégale. Et parce que j'ai des conversations avec eux pour parfois les aider lorsqu'il y a certaines situations qui se produisent dans le corps ou certaines circonstances qui se présentent aux frontières. Qu'ils veulent que cela soit connu parce que s'ils parlent, ils perdent leur travail. J'entretiens des liens étroits avec tous à la frontière qui me transmettent leurs informations. Des rapports officiels, pas dans un carnet, dans des rapports qui vont à la Direction générale de l'immigration, aux frontières, des rapports qui vont au ministère de l'Intérieur. Et que disent ces rapports? Ces rapports indiquent fin et finalement que plus de 90% de l'immigration illégale arrive en Espagne. Ce sont des hommes. Plus de 90%, ce sont des hommes. Il y a plus de 80% d'hommes adultes. Il y a moins de 10% de mineurs. Parmi ces mineurs, plus de 90% sont des hommes, les femmes ne représentant qu'un faible pourcentage. Mais ce sont tous des garçons, la grande majorité, sauf quelques femmes. Ce n'est pas un modèle démographique qui fuit un conflit. Et ensuite, d'accord, je veux bien admettre l'histoire du conflit, qu'on fuit un conflit occidental. Eh bien, c'est dangereux. Il faut contrôler les arrivants, connaître leur provenance et leurs intentions dans ton pays. Mais un conflit en Afrique, un conflit en Hexagèle, avec toutes les conséquences dangereuses que cela implique pour notre société occidentale. Même s'ils viennent vraiment d'un conflit, comme beaucoup de Maliens et maintenant beaucoup de Somaliens qui arrivent. Et toi? Ces types ne peuvent pas laisser venir des gens sans papier, et tu ne peux pas laisser venir des gens par les voies du Zingoil, l'immigration illégale. Si tu veux aider quelqu'un, il faut qu'il soit dans un conflit. Tu dois établir des routes sûres pour orienter les personnes en réelle situation complexe. Parce qu'en optant pour l'immigration illégale, en alimentant l'immigration illégale, au final, tu alimentes un système monétisé. Parce que de nombreuses opérations policières, enfin, le prouvent. Que tous ces gens du Mali, de Somalie, de Mauritanie, du Sénégal et d'Afrique, finalement, qui empruntent l'immigration illégale, paiement des milliers d'euros à des trafiquants d'êtres humains. Il y a peu, j'ai relayé un cas aux Baléares où l'enquête policière a révélé que ces Algériens avaient payé près de 10 000 euros, plus de 9 500 euros. En Algérie, avec un salaire minimum mensuel d'environ 200 à 300 euros, tu imagines rassembler près de 10 000 euros. De quelle classe es-tu? Es-tu vraiment quelqu'un dans le besoin? Es-tu vraiment une personne qui fuit une situation précaire? Eh bien, permets-moi d'en douter parce que tu es justement dans une situation précaire. Tu n'arrives pas à réunir ces 10 000 euros. Voilà ce qui se passe. Dans le contexte algérien décrit, mais aussi celui du Sahel, en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie et en Somalie. Ces gens paient des milliers d'euros sans être considérés comme des personnes qui vivent dans la précarité, notamment dans des contextes comme le Sahel, que si tu es capable de réunir une telle somme, permets-moi aussi d'en douter.
que ta façon d'obtenir ces bénéfices économiques n'est pas très propre dans une région de ce type. Parce qu'il s'agit d'un contexte délicieux. Nous parlons de frontières contrôlées par des djihadistes. La frontière entre la Somalie et le Kenya contrôlée par des djihadistes, qui est celle utilisée par ces immigrés illégaux, pour au final faire 3 ou 4 passages frontaliers de plus pour finir en Algérie et arriver en Espagne. En ce qui concerne le Mali, la frontière nord du Mali avec la Mauritanie est contrôlée par des cellules djihadistes. Ces immigrés financent le djihad pour arriver illégalement en Espagne. En défendant ce modèle d'immigration, nous favorisons une classe moyenne supérieure qui paie des trafiquants et des terroristes. C'est ce que nous voulons. Ils arrivent en île sans papier, te donnent un nom, un prénom, un âge, un pays d'origine, et tu les crois. Ils disent en venir pour travailler ou étudier, et tu les crois. Un jour, ils prennent une Kalachnikov, entrent dans un concert et tirent sur tous. Tu te demandes alors comment c'est possible. Comment cela n'est-il pas arrivé plus tôt? Et pourquoi n'empêchons-nous pas qu'une chose pareille se produise? Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ensuite, en ce qui concerne les mineurs adultes, je t'ai déjà donné les chiffres démographiques, mais il y en a beaucoup qui arrivent. Vingtenaires, connaissant bien l'embouteillage brutal qu'il y a dans les parquets des mineurs en Espagne, sachant que les procédures et les tests ostéométriques, les démarches procédurales pour la détermination de l'âge, peuvent prendre jusqu'à 1 an. Dans le cas des Canaries, tu as 22-23 ans avec une apparence jeune, tu dis que tu as 17 ans et tu passes plus d'un semestre à vivre à nos frais. Avec un lit, de la nourriture, une allocation hebdomadaire, un régime semi-ouvert qui te laisse sortir, te saouler, te droguer, puis revenir. Insulter les surveillants, abuser d'une éducatrice sociale, c'est une réalité. Je ne parle pas de choses qui pourraient arriver. Non, 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 ce n'est pas un récit, c'est une réalité. C'est ce qui se passe actuellement dans des centres comme celui de Hortaleza à Madrid, où des travailleurs ont signalé ces situations à la police nationale. C'est vérifiable par tous. Personne ne peut me poursuivre pour diffamation ou calomnie, car c'est la vérité. Parce que j'ai des plaintes et je les ai lues, et j'en ai fait écho à travers les médias avec lesquels je collabore. Tu crois tout ce que je te raconte? Peut nous apporter quelque chose de bon? Non, sous aucune circonstance. Sous aucune circonstance. Si tu veux aider quelqu'un, va d'abord là-bas et découvre comment l'aider sur place. Parce que la dernière chose qu'une personne de ce pays veut, si elle se trouve dans une situation précaire, c'est de quitter son pays. Nous devons plaider pour le droit de ne pas migrer, pas pour le droit de migrer, parce que la plupart des gens ne veulent pas migrer. Comme le dit maintenant la gauche, ils veulent rester dans leur pays, s'accomplir dans leur pays, contribuer dans leur pays. Le seul qui veut partir de là, c'est celui qui a des raisons obscures pour lesquelles il veut partir de là. C'est pourquoi cela émerge dans nos rues. Une délinquance de façon exponentielle liée à l'immigration illégale et incontrôlée. Parce que ceux qui fuient de là-bas ne fuient pas la guerre, la majorité de ceux qui fuient de là-bas fuient la justice. Je comprends. Ruben, je souhaite intervenir avant de parler de la délinquance. L'autre jour, notre cher Javier Ruiz à la télévision, je ne sais pas si tu l'as vu, a eu une grosse dispute avec notre ami Samuel Vasquez et il disait que la délinquance est en baisse. Mais je veux laisser ça pour la fin, parce que... Tu es d'accord? Je veux parler des organisations non gouvernementales. Jusqu'à quel point? L'Europe est-elle de mèche avec certains lobbies? Et quand je parle de l'Europe, je parle de l'Union européenne, avec certains lobbies qui financent certaines organisations non gouvernementales. Pour que ce problème ne soit pas une conséquence de négligence, mais un plan, je suis convaincu que c'est un plan. C'est impossible. Le faire si mal que nous ne nous en rendons même pas compte. Je suis convaincu que nos politiciens sont corrompus par certains fonds d'investissement. Certains veulent faire disparaître l'Europe telle qu'on la connaît, et ceci est un moyen d'y parvenir. Qu'en penses-tu? Alors, si ce n'est ni un plan, ni ce que tu dis, est-ce que ça y ressemble? Non? La dernière chose que je veux, c'est toujours aller vers l'irrationnel, non? J'essaye d'être très empirique, de bien organiser les choses, de ne parler que de ce que je peux démontrer ou de ce que j'ai pu constater. Mais je peux te dire que le scénario actuel ressemble beaucoup à ce que tu viens de raconter, hein, non?
Si ce n'est pas un plan préétabli, s'il n'y a pas de fonds d'investissement derrière, eh bien, ça en a tout l'air, vraiment. Qu'il y ait de vraies connexions. Eh bien, ce sont des questions qu'un jour, peut-être, nous pourrons élucider maintenant qu'on en a déjà trouvé une. Connection. Tu connais l'organisation non gouvernementale Open Arms? Non. Non, ce sont d'autres questions. Voyons. C'est que les organisations non gouvernementales, la plupart des organisations humanitaires, qui aujourd'hui opèrent autour de l'immigration illégale, n'ont pas besoin de financeurs étrangers. C'est la propre Commission européenne qui finance tout le système des organisations humanitaires. Exactement. Il y a un macrocentre aux Canaries où il y a plus de 2000 immigrés illégaux gérés par une organisation humanitaire. Bénéficiant de fonds européens, ce macro-campement est en cours d'agrandissement. Et la majorité des subventions que reçoivent les organisations humanitaires proviennent soit de l'Europe, soit des conseils départementaux, soit des mairies, soit du gouvernement lui-même. C'est qu'ils ont un robinet public qui est celui qui les alimente le plus. Ils n'ont pas besoin d'éléments financiers extérieurs. Nous les finançons massivement avec de l'argent public. Et cela n'est pas discutable, c'est comme ça, c'est tout. Ce n'est pas discutable, c'est une réalité. Consultez les rapports financiers de ces organisations humanitaires. Certaines sont transparentes, d'autres pas. Mais bon, va voir la Croix-Rouge, va voir Accent, va voir Comité d'entraide et d'Action sociale, consulte leurs rapports financiers qui sont publics, consulte leurs audits qui sont publics. Et tu verras dans la section subventions qu'ils ont reçu des financements de la mairie de Madrid, de la Junta d'Andalousie, du gouvernement, de la Commission européenne et de nombreuses députations, notamment en Catalogne. Et tout le monde sait ce qu'ils font, tout le monde le sait, et personne ne les veut. Ils préfèrent détourner le regard, c'est tout, parce que ça les arrange. Pourquoi ça les arrange? Eh bien, pour ce que tu as raconté au début. Il se peut que ça les arrange, mais évidemment, il leur convient aussi qu'il y ait un changement démographique contrôlable pour qu'ensuite ils puissent se perpétuer au pouvoir. Voyons, c'est que ceci aussi est une action totalement pernicieuse. Le fait de séquestrer la population pour qu'elle devienne ensuite tes électeurs, tes futurs électeurs, et essayer de tisser là un réseau de clientélisme. Je trouve cela pervers et pernicieux, à tous les niveaux. Cela t'avantage aussi car en restant au pouvoir, tu fais ce que tu veux et choisis comme tu veux. Ils disent qu'ils veulent ainsi combattre l'hiver démographique, qu'ils veulent combattre ainsi l'hiver démographique et la fraude du système. À l'électeur ordinaire, aux travailleurs, aux retraités, à tous les secteurs que la gauche a transformés en clientèle au cours des dernières années. Là, ils ne peuvent plus, ils ne peuvent plus, ils ne peuvent plus. De nouvelles options politiques sont apparues et se sont rendus compte qu'on les trompait, qui ont mis sur la table certains arguments qui, au final, ont réussi à démontrer et à convaincre qu'on les trompait. Et eux-mêmes s'en sont aussi rendus compte. Et évidemment, je vote ici un parti qui promeut ce qui se passe devant chez moi. Je ne vais pas voter pour ce parti politique. Les gens blâment beaucoup le Parti socialiste ouvrier espagnol aujourd'hui, mais le PP a aussi fait partie de ce problème que nous avons actuellement. On ne peut pas, Pedro Sánchez est répugnant, le Parti socialiste ouvrier espagnol est une plaie. La gauche. Aucun mot ne décrit la gauche en Espagne. Je pense que c'est un problème global du système. Et toi? Oui, moi aussi. Le fait est que je ne m'aventure pas trop sur un terrain aussi glissant, parce que c'est vraiment glissant, mais c'est la véritable réalité. Je pense que plus... Les sujets que tu abordes habituellement sont encore plus glissants, Ruben? Oui, mais j'ai beaucoup de connaissances sur le sujet. Aujourd'hui, Ils continuent d'arriver, je n'ai pas abrogé. aucune loi. Oui, c'est que tu as prononcé le mot système, oui, et c'était bien ça. J'ai eu beaucoup de conversations ces dernières années. Je crois que le système politique est à briser. Je crois que nous tombons dans un état défaillant, très dangereux. Écoute, Ruben, quand tu dis que le PP et le Parti socialiste ouvrier espagnol ont fait la même chose, totalement, ils ont fait la même chose, mais ils ne t'offrent pas non plus, et ils ne t'offrent pas, à vrai dire, une solution. Le Parti populaire ne m'inspire pas confiance. Parce que si... Tu veux résoudre? Le problème actuel n'est plus simplement celui de l'immigration, mais aussi des questions géopolitiques qui sont très liées à l'immigration. Parce qu'il y a un pays au sud avec lequel nous partageons une frontière, de l'autre côté du détroit, qui est le Maroc, qui fait une utilisation habile de l'immigration. Il utilise l'immigration comme une arme de pression politique.
Et je n'ai entendu à aucun moment le Parti populaire parler de la situation que nous avons actuellement en matière de politique étrangère avec le Maroc. Je n'ai pas entendu qu'il allait répondre à la nouvelle situation géopolitique au Maghreb. Je ne l'ai pas entendu parler de l'Algérie, du Sahara, ni du Maroc, j'insiste. Cela ne m'inspire pas confiance, car le problème vient de là-bas. Si tu n'es même pas capable de nommer ces pays qui causent un problème aussi grave que celui de l'immigration, eh bien, permets-moi de douter que tu puisses résoudre ce problème parce que ce genre de problème doit être résolu à la source du problème. Et l'origine du problème, c'est la situation dans ces pays d'origine et la situation transfrontalière sur ce continent africain. Et l'exploitation politique de l'immigration par de nombreux pays. Alors, tu dois me dire comment tu vas te rapprocher de l'Algérie pour contrôler cette pression migratoire venant du territoire algérien ou pas. Ta prédisposition de l'Algérie à accepter ses ressortissants. Tu dois me dire qu'est-ce que tu vas faire avec le Maroc face à une situation où le Maroc met des milliers d'amnistiés et de graciés dans la rue qui finissent ensuite ici par l'immigration illégale. Que comptes-tu faire avec la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie pour qu'ils n'envoient plus de pirogues depuis cette zone? Et je ne l'entends pas en parler, je ne l'ai jamais entendu en parler. Donc, ça ne m'inspire aucune confiance, il m'inspire encore moins confiance que même Pedro Sanchez. Je suis d'accord avec toi. Pedro Sanchez sait où sont ces pays car il s'y est rendu. Mais si tu veux devenir président du gouvernement, tu dois aller à Rabat, tu dois aller à Alger, tu dois aller à Dakar, tu dois aller dans toutes ces régions. Tu dois commencer à tisser des relations avec ces pays qui, en ce moment, nous causent un problème de cette nature. Je comprends. Ruben, je voudrais te poser une question. Tu as fait une affirmation sur laquelle je voudrais revenir. Le Maroc utilise de façon habile l'immigration comme une arme de chantage politique. Peux-tu préciser ta référence? Eh bien, je veux dire que pour le Maroc, l'immigration est une arme et les immigrés en sont les munitions. Et quand le Maroc veut atteindre certains objectifs, des objectifs politiques, de toute nature, au niveau économique, au niveau logistique, il lui suffit d'ouvrir le robinet migratoire, de laisser entrer 10 000 personnes à Ceuta. Qu'est-ce qui s'est passé? En 48 heures, il recevra un chèque de 30 millions d'euros. Il suffit simplement d'enchaîner les faits pour voir que le Maroc fait une utilisation habile des flux migratoires. Parce que cela, en termes géopolitiques, s'appelle une guerre hybride ou une menace hybride. Mais je pense que le Maroc a déjà franchi la frontière de la menace hybride et que nous sommes déjà face à une guerre hybride. Parce que le Maroc mène une guerre contre l'Espagne à travers divers facteurs qui sont inclus dans cette guerre hybride. L'immigration en fait partie, le cyberespionnage en fait partie, l'ingérence électorale en fait partie. Il existe de multiples outils qui entrent dans le cadre de la guerre politique, et le Maroc les met tous sur la table. Le Maroc a espionné le gouvernement espagnol et mené des ingérences électorales dans des villes autonomes comme Ceuta ou Melilla. Le Maroc utilise-t-il l'immigration illégale pour faire pression géopolitiquement sur l'Espagne? Nous avons un ennemi qui nous a déclaré la guerre et nous ne voulons pas l'admettre. Et si nous ne l'admettons pas, eh bien, il y a aussi les concessions territoriales. Certaines oppressions en utilisant l'immigration ou le cyberespionnage pour t'obliger à dire que la meilleure solution pour le Sahara est celle proposée par le régime alaouite. Non, tu es une puissance, ton adversaire. À la session, Sahraoui. Totalement. Voyons voir. Est-ce que les tribunaux internationaux? Déjà dans les années 70, ils ont dit que l'Espagne était la puissance administratrice de cette zone et que l'Espagne doit veiller à un processus d'autodétermination dans cette zone, pas à un processus d'occupation par le Maroc. Ces personnes ont le droit de décider de leur avenir, pas d'être occupées, frappées, maltraitées ou d'être entraînées dans des guerres. Dans la région de Tindouf, non, tu dois leur apporter une solution pacifique. Tu ne peux pas permettre qu'ils soient opprimés, des personnes qui, il y a des années, étaient des compatriotes. Tu ne peux pas laisser cela arriver. En plus, tu ne peux pas céder un territoire de cette manière. On ne parle pas d'un territoire insignifiant, n'est-ce pas, c'est pas ça? Nous parlons du Sahara occidental et d'un point de vue stratégique, c'est aussi très positif pour nous. Et tu mets un ruban sur ce territoire et tu le remets à Mohamed
sauf, voilà, un territoire qui peut nous servir à contrôler l'immigration, qui peut nous servir à augmenter notre niveau économique. Par exemple, la question de la pêche, non? Cela peut aussi être très avantageux. Tu donnes tout ce territoire comme ça. En plus, c'est aussi un territoire touristique que le Maroc est en train d'exploiter. Des endroits comme Dakhla, paradisiaque, où il y a des vagues incroyables et où des surfeurs de toute l'Europe viennent finir. Là-bas, où des complexes hôteliers ont été construits pour tout ce tourisme du vent, ça aussi, on le donne au Maroc là-bas. Non sans demander la permission aux Sahraouis, sans tenir compte de ce que nous pouvons faire pour eux. Quelle solution appliquer là-bas? J'insiste aussi sur la question de l'immigration. Contrôler la route atlantique, tout ce territoire est clé. Tout ce territoire est maintenant contrôlé par les autorités marocaines pour exercer une pression contre le peuple sahraoui. Pour faire ce qu'ils veulent en matière de tourisme, en ce qui concerne les installations sportives. Qu'est-ce qu'ils vont aussi faire au Sahara? Pour l'exploiter au niveau de la pêche, des minéraux ou à plusieurs niveaux. En définitive, nous laissons qu'ils fassent en cela, qu'ils soient là-bas. Mais ensuite, attention, si une pirogue part de Cap Bojador, si une pirogue part de Dakhla, si une pirogue part de quelques côtes sahariennes. Là non, là déjà. Ça, nous ne le contrôlons pas. Nous contrôlons le territoire, mais nous ne contrôlons pas l'immigration illégale qui part de ce territoire. Et ça, nous le permettons. Mais nous ne pouvons pas permettre cela. Et aussi, ce que je t'ai dit au début, c'est que nous sommes la puissance administratrice de cette zone et nous devons veiller au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et une question, Ruben, vois-tu possible un conflit militaire, pas hybride, mais total? Ils n'en ont pas besoin. Militairement, ils sont en infériorité. Est-ce que ça fonctionne pour eux? Ils sont en infériorité militaire? Oui, ils achètent beaucoup de choses, ils achètent, mais ils restent en infériorité au niveau militaire. Pour eux, ça ne leur profite pas, ça va les épuiser. Au Maroc, même s'ils peuvent te vendre Rabat, Casablanca ou Tanger, l'intérieur du Maroc est pauvre, il n'y a rien là-bas. Ils peuvent nous faire une belle frayeur, ça oui, mais au-delà de ça, rien. Ils ne peuvent rien faire de plus. Et ça leur réussit très bien. Et ça leur réussit très bien parce qu'ils ont des outils. C'est-à-dire, tu crois que... Ça ne va jamais dégénérer en conflit armé? Je pense qu'à l'heure actuelle, non. Non, je ne parle pas d'aujourd'hui, mais par exemple, imagine à l'avenir. Eh bien, ça dépend du programme du Maroc. Laisse-moi... Te donner un exemple. Dis-moi, es-tu vraiment un ours ou fais-tu semblant de le croire? Je vais te dire une vérité qui dérange. Tu es le reflet des personnes dont tu t'entoures. Pendant des années, j'ai été coincé dans un environnement stérile, entouré de personnes sans ambition, espérant un changement. En réalité, rien ne change sans prendre le contrôle de sa vie et s'entourer des bonnes personnes. C'est pour cela que j'ai créé Club Red Pill 3.0, un espace conçu pour les hommes qui veulent s'entourer de véritables guerriers. Un espace où nous abordons des sujets clés comme la masculinité, le stoïcisme, les relations, les dynamiques de couple. Nous cherchons à vous fournir les outils pour atteindre votre plein potentiel et progresser chaque jour afin de devenir les hommes dont la société a tant besoin. En rejoignant, vous accédez à une section exclusive pour poser vos questions aux utilisateurs, invités de la Factory et apprendre des références de l'industrie. Pour rejoindre la communauté, le lien est dans le commentaire épinglé. On poursuit avec le podcast Ozo. Vox sort, ou Albis sort, ou n'importe quel autre nouveau parti comme ça, plus patriotique. Qui revendique tout ce que tu es en train de dire, qu'on ne peut pas permettre de céder le Sahara occidental au Maroc. Nous envoyons des troupes là-bas. Et en plus, nous avons commencé à appliquer des politiques de renvoi massif des immigrés illégaux. Nous leur disons, ces Marocains, je les renvoie. Ces Algériens aussi. Et nous avons commencé à dire clairement que toute intention territoriale sur Ceuta, Melilla ou les Canaries sera répondue avec fermeté. Dans ce contexte. Que je le considère lointain. Dans ce contexte, tu le verrais possible parce que ce serait ce qu'il faudrait faire. Il faut préciser que lorsque nous parlons du Maroc, il ne s'agit pas des Marocains ici qui contribuent et travaillent très bien. Nous évoquons le Maroc comme État-nation sous Mohamed VI. Rien de plus que cela, s'il vous plaît, mes amis marocains. Comprenez de quoi il est question ici. Ce n'est pas une guerre contre vous. Vous êtes ici, vous travaillez et contribuez.
C'est un conflit géopolitique et on ne peut pas cacher le soleil avec un doigt, par sentimentalisme. Mais toi, si on dessine un scénario de ce genre, et l'Espagne est-elle un pays intelligent? L'Espagne met en place certaines triangulations géopolitiques et diplomatiques pour que le Maroc soit finalement écrasé. C'est... Totalement réalisable, totalement. D'abord, en raison de la puissance militaire de l'Espagne et de la préparation de nombreux militaires espagnols. J'y ai été plus de 10 ans. Espagne. C'est une puissance militaire. L'Espagne est une puissance militaire. Ce qui se passe, c'est que c'est une puissance militaire. Pas entraînée au scénario de guerre, elle est très entraînée, mais elle ne fait pas la guerre. Quand tu ne fais pas la guerre, le scénario change beaucoup. De l'entraînement à l'action elle-même. Il se peut que nous ayons un problème à ce niveau-là, mais c'est un problème que les militaires qui travaillent dans ce genre de scénario vont résoudre très rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de capacités, le fait est sans qu'il faut être là. J'ai passé plus de 10 ans dans les forces armées et je connais la capacité de mes camarades. Et ils ont une capacité énorme, et il y a une intelligence militaire qui n'est jamais mise sur la table, et qui est immense. Et ensuite, on parle de l'Algérie, qui militairement est supérieure au Maroc aussi. Si tu es capable de tisser une alliance militaire avec l'Algérie, le Maroc ne tiendrait qu'un mois tout au plus. Parce que l'Algérie soutient aussi la cause sahraoui, l'Algérie ne permettra pas non plus que le Maroc continue d'occuper le Sahara. Et là, nous allons avoir une connexion, et là, nous pouvons trouver un allié. L'Algérie a toujours bien traité l'Espagne. Ce qui se passe, c'est que bien sûr, si tu offres le Sahara au Maroc, l'Algérie se fâche. C'est normal, c'est normal. Qu'elle se fâche? Ça n'a jamais été une question. Ceuta et Melilla. Quand j'ai publié que Ceuta et Melilla n'ont jamais appartenu au Maroc, c'est-à-dire qu'elles sont antérieures même à la création de l'État-nation du Maroc. Beaucoup de gens me disaient « Pardonne-moi, je vais reformuler cela. J'ai dit que tout Marocain vivant en Espagne qui aurait des prétentions nationalistes du Maroc sur Le territoire espagnol devrait être expulsé immédiatement, car nous ne pouvons pas nous permettre une 5e colonne. Autrement dit, avec un pays en tension géopolitique, nous ne devrions pas laisser vivre ici des personnes qui soutiendraient ce pays en cas de conflit. Je pense que c'est quelque chose d'évidemment logique. Mais ni Ceuta, ni Melilla, ni le Rif, ni la zone nord. Alors, parlons-en. Ce n'était pas le Maroc, ce n'était ni Ceuta, ni Melilla, ni Alucemas, ni toute la région du Rif, c'est le Rif. les Rifins refusent d'appartenir au Maroc. La majorité des Rifins refusent d'appartenir au Maroc. Et la majorité des Rifins n'expriment pas ce désir publiquement. À cause de la répression à laquelle le régime alaouite peut les soumettre. Il y a déjà eu de nombreux Rifins qui ont dirigé des mouvements activistes et qui ont été emprisonnés. Juste pour avoir dit que ce n'est pas le Maroc, mais le Rif. Et que c'est à eux de décider si c'est le Maroc ou si c'est le Rif. Et s'ils sont plus proches de l'Espagne ou plus proches du Maroc, cela leur appartient à eux. Il y a des Rifins exilés en Algérie parce qu'ils ne peuvent pas être sur le territoire marocain. Il y a des Rifins exilés en Espagne. Parce qu'ils ne... Ils ne peuvent pas être au Maroc car ils sont persécutés et emprisonnés. Dans le meilleur des cas. Et si tu es déjà une personne très connue du mouvement, alors ils essaient de t'accuser d'un crime que tu n'as pas commis. Comme cela est aussi arrivé à de nombreux journalistes opposés au régime Alagui, à qui on a cherché à imputer des abus sexuels, des vols, différentes choses, pour les emprisonner. Alors, Ruben, Ni Ceuta, ni Melilla, ni rien de ce qui les entoure. Mais il existe des dictons disant que Melilla est plus ancienne que la Navarre. Tu vas me dire maintenant que c'était le Maroc ? Ça n'a jamais été le Maroc. Le Maroc n'existait pas là-bas. C'est de ça que je veux parler ici. Ces revendications sur ces territoires existent, nous ne les inventons pas, oui. Mais parce que c'est un des outils du tactisme hybride et de la menace hybride déclenchée par le Maroc. Le fait de semer parmi sa population toutes ces idées et délires inexistants. Depuis les centres éducatifs jusqu'aux réseaux sociaux, en recrutant des activistes clés qui te disent que cela est une occupation espagnole. Et qu'il faut le récupérer.
Mais bien sûr, tu dis ça à ces jeunes de 20 ans qui ne connaissent pas l'histoire de leur petit pays. Parce que j'insiste, le Maroc n'est rien. Si tu enlèves le Rif et si tu enlèves le Sahara, ce n'est rien. Mais bien sûr, à des adolescents, tu leur mets dans la tête tous ces rêves, tout cet expansionnisme. Et ils y croient mancier parce que c'est très beau, parce qu'on te le présente comme ça. Mais ils te disent que le Grand Maroc commence sur le plateau et se termine en Mauritanie. C'est comme ça qu'ils te le vendent. Bien sûr, il y a des cartes, il y a des cartes. Il y a Des cartes indiquent un départ sur le plateau espagnol. des cartes qui vont de l'Andalousie jusqu'en Mauritanie. Le Grand Maroc rêvé, c'est un rêve expansionniste. Et ce rêve plaît à certains jeunes là-bas. En fait, chaque fois que je critique le Maroc ou que je défends Ceuta et Melilla, que je défends les Canaries, que je défends le Sahara, mes publications sont envahies de commentaires marocains, de comptes fantômes. Ils me disent qu'ils vont les récupérer, que les Canaries, Ceuta, Melilla et l'Andalousie leur appartiennent, Que tout leur appartient? que tout est à eux. Finalement, C'est un rêve expansionniste très bien ancré parmi la population marocaine. Quand il y a des problèmes au Maroc, quand il y a une déstabilisation sociale, ça tombe vraiment à pic. Pour calmer ces envies, ces révoltes sociales. Et concentrez-vous sur notre projet expansionniste. Ne tirez pas sur le régime qui va vous aider à construire le Grand Maroc. Et en résumé, c'est cette idéologie qui est implantée dans la tête de tous ces jeunes. Et le Maroc est un pays à forte expansion démographique. Et si tu fais subir à tous ces jeunes cette pratique, cette lobotomisation, cette lobotomie-là, de façon constante, eh bien, tu vas avoir une armée de jeunes qui croient que le Grand Maroc est un territoire plus grand que l'européen. Mais alors, la question que je vais te poser ici est, jusqu'à quel point Est-ce de notre faute ce délire expansionniste de la part de l'État marocain? C'est notre faute car nous les laissons faire. Eh bien, c'est de notre faute parce que nous leur permettons de continuer à faire des déclarations publiques dans ce sens. Mais il ne s'agit pas seulement de gens du Maroc, mais aussi d'anciens dirigeants socialistes qui te mettent ça sur la table. Eh bien, anciens dirigeants et dirigeants. Parlons des anciens dirigeants. Des anciens dirigeants comme Bono, comme Zapatero, qui organisent n'importe quel congrès aux Canaries ou dans des endroits stratégiques, et ils te disent qu'il faudrait peut-être y réfléchir. Cette histoire selon laquelle, à Ceuta et à Melilla, il devrait y avoir un processus de décolonisation, plus ou moins, hein? Est-ce que cela a été mis sur la table par d'anciens dirigeants socialistes? Cherchez dans les archives et vous trouverez dans les archives. Et ensuite, nous avons un ministre des Affaires étrangères comme Alvarez, qui a dit à plusieurs reprises, Gono, que la meilleure solution pour la question du Sahara est celle que propose le royaume de Mohamed VI. Annexer le Sahara au Maroc serait donc la solution selon eux. En somme, c'est la solution, le Maroc. Il peut l'embellir ou l'enlaidir, ajouter ou retirer des dessins, mais la solution reste la même. Parce que si la solution était différente, si la solution ressemblait à celle envisagée par les traités internationaux, le Maroc quitterait les territoires occupés pour chercher une solution. Mais il continue d'occuper des territoires. Et si tu sors un drapeau du Sahara, n'importe où ils sont présents en grand nombre. Fais attention, hein. Fais attention, parce que le moins qui puisse t'arriver, c'est qu'ils t'arrêtent et t'enferment en prison. C'est le moins qui puisse t'arriver. Si personne ne te voit, ils peuvent te tirer dessus. Rien que pour le simple fait de porter un drapeau du pays dans lequel tu te trouves. Et toi, quelle solution vois-tu à tout ça, Ruben? Quelle solution vois-tu à tout ça? La solution que je vois, c'est qu'il y ait un gouvernement décent qui fasse la médiation au niveau diplomatique. Sinon, qu'il rompe ses relations avec un pays extorqueur comme le Maroc. Qu'on envisage d'ouvrir, mais pas de rétablir les si bonnes relations que nous avons eues par le passé avec l'Algérie. Et qu'on se mette à travailler pour une solution au niveau de l'immigration et pour une solution au niveau géopolitique. Parce qu'en Algérie, si ma mémoire est bonne, il y a 7 frontières communes avec l'Afrique. C'est le territoire de l'Algérie, il faut le voir.
Tu n'as pas idée du niveau d'immigration qui transite par le territoire algérien? De ce qui arrive ici en Espagne depuis l'Algérie, c'est à peine 10%. Et encore, en arrondissant, c'est ce qui nous parvient ici, surtout ce qui circule. Seulement 10% passent par l'Algérie, sans rien nous demander. Ce pays sait que l'immigration illégale et le passage de personnes en situation irrégulière ne lui apportent rien de bon. Ni en sécurité, ni en délinquance, ni d'aucune sorte, et... 90, par où passe-t-elle, Ruben? Non, la 90 atteint bien le nord de l'Algérie. D'accord, redescends, car l'Algérie va contrôler l'immigration illégale. Territoire. Question. En Espagne, seuls 10% proviennent d'Algérie, n'est-ce pas? De tout ce qui bouge en Algérie, seulement 10% s'échappe. C'est ce que je te dis. Donc l'Algérie contrôle 90% sans rien demander en retour. Ce pays agit bien depuis longtemps. Que va faire le Maroc? Le Maroc les utilise? Le Maroc les utilise pour nous faire pression? Et avec toute cette histoire de l'affaire Gordo et tout le reste. Nous avons également vu des messages où un supérieur de la police nationale reconnaît que le Maroc a tenté d'asphyxier les îles Canaries. Mais le Maroc et Les a asphyxiés. Il n'a pas essayé. il y est parvenu. Eh bien, il a asphyxié Ceuta et il a asphyxié Melilla. Chaque fois qu'il a voulu faire pression avec des personnes sur différents territoires espagnols, il l'a fait. Tout à fait. Costa Catitanas en 2018. Le problème, c'est que nous avons peu de mémoire et analysons peu le problème. Les gens qui participent au débat télévisé n'ont aucune foutue idée. Et je le dis aussi clairement, sauf quelques personnes qui ont dit qu'on allait traiter ce problème avec un peu de bon sens. Samuel Vasquez, Carlos Paz et à présent Roberto Vaquero également. Il y a beaucoup de gens qui disent « Voyons, il ne s'agit pas de cracher. Nous n'allons pas analyser les causes, nous allons analyser tout ce qui se passe et nous allons mettre la vérité sur la table. Sans détour, mais aussi bien sans détour que sans invention. Non, elles sont inutiles ou vraies, hein? Des stratégies politiques qui ne nous rendent pas non plus service. Si tu veux non seulement sensibiliser les citoyens, mais aussi affronter un problème de cette ampleur, tu dois l'affronter avec du bon sens, avec de la connaissance, à la racine des problèmes. Et en assumant une réalité, et en définitive en assumant une réalité sans te mentir à toi-même. C'est que moi, aux gens. Une question, Ruben. À toi pas que jusqu'à quel point tu crois que politiquement parlant, ils en sont conscients? Juste pour continuer à profiter du système sans être filtrés. Cet espionnage informatique du gouvernement actuel, est-ce qu'ils autorisent vraiment ces actions nuisibles à la population espagnole? Je ne sais plus, je ne peux pas ne pas croire que c'est un plan. Je ne crois pas que quelqu'un puisse être aussi parfaitement incompétent, parce que vraiment, c'est de l'incompétence. Je crois que sa fonction est de paraître incompétent et ainsi remplir le plan, tu comprends? C'est-à-dire? Ils le sont? Non, je te dis que le chaos leur convient, oui, je te le dis. Dans le chaos, ils y voient un avantage politique et une arme pour éliminer des adversaires. Tu sais? Pour annuler des gens? Pour dire qu'il faut contrôler Instagram, Twitter, Facebook, tous les médias et tout ce qu'il faut pour que nous puissions répondre à un problème de cette ampleur. Parce qu'on ne me met jamais, ou on ne me fait jamais asseoir dans un débat face à un représentant d'une organisation humanitaire, face à un représentant de Podemos ou du Parti socialiste ouvrier espagnol. Cela s'est produit à de rares occasions, et chaque fois que cela s'est produit, Ils ont dit de ne pas publier la vidéo? la vidéo n'a pas été publiée, c'est moi qui l'ai publiée. Mais ils se sont fait démasquer. Parce que ce qu'on attendait, c'était une confrontation politique. Ce qu'on attendait, c'était une confrontation populiste. Au final, on attendait seulement des arguments banals. Mais je leur ai cloué le bec avec des faits. Et face aux faits, face aux mathématiques, face aux statistiques, face à l'analyse d'un problème, face au rapport de police de Frontex. Là, tu peux faire tout le jeu politique que tu veux, essayer de tout renverser. L'analyse empirique du problème est vraiment complexe, pour ne pas dire impossible. Je veux parler d'une chose, Ruben, avec toi, pour conclure ce bloc.
Javier Ruiz, l'autre jour, j'ai eu une discussion parce que c'était bien une discussion avec cette tête de prétentieux que ce journaliste a. En parlant avec Samuel Vasquez à la télévision, il a dit que la délinquance était en baisse. Tu l'as vu? Oui, oui, bien sûr, je l'ai vu. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Regarde, d'abord, ce n'est pas vrai, parce que ça dépend de quand tu commences à analyser. C'est que si tu dis en ce moment, si tu commences à analyser maintenant, problème des Canaries lié à l'immigration illégale avec des statistiques de l'année dernière. L'immigration illégale qui a eu lieu aux Canaries depuis le début de l'année a diminué. On peut même dire qu'elle a nettement diminué comparé à la débâcle de l'an dernier. Mais si tu regardes en arrière, l'immigration illégale aux Canaries est complètement folle. Si tu analyses les données avec un certain recul, tout dépend d'où tu veux commencer, si tu veux commencer. Depuis la pandémie, où personne ne sortait dans la rue, où personne ne commettait de délits, évidemment, tu as là une baisse criminologique. Bien sûr, ils excellent à faire ça et à te le dire. De 2017 à 2020, la criminalité a baissé, tu te rends compte? Mais si on ne sortait même pas dans la rue, comment veux-tu qu'il y ait des délits? Les délits diminuent, évidemment. Mais ensuite, va voir les statistiques de l'Institut de la femme concernant ce qu'ils appellent la violence de genre, qui sont publiques. Regarde les victimes mortelles dans les affaires liées à la violence contre les femmes. Pratiquement 50% des meurtriers sont des étrangers, alors qu'ils représentent moins de 15% de la population. Là, il y a des problèmes liés, s'il y a une prédisposition au crime, et c'est une réalité que montrent ces statistiques. Va faire un tour dans le Raval, va faire un tour dans le Puch, va au Prince pour acheter du tabac. Je ne sais pas, vas-y. Dans certains quartiers où je suis effectivement allé et où j'ai vu. C'est une réalité vérifiable ici en Espagne, et il y a des zones pas terribles ici en Espagne. Clairement, c'est autre chose qu'on les appelle ou non comme ça. Qu'est-ce qu'une zone pas terrible? Une zone pas terrible, c'est un endroit où tu n'es pas tranquille et tu risques d'en sortir mal en point. J'ai tourné un reportage dans le Raval avec des caméras. Et pas seulement avec des caméras, mais aussi avec 7 agents de la Guardia Urbana, qui, de façon discrète, protégeaient mon intégrité et celle d'une personnalité politique avec qui je marchais dans le Raval. Même avec des caméras, c'est enregistré. Et on peut le voir, même avec des caméras, même avec la présence de 7 agents en civil. Ça, si tu n'es pas vraiment idiot, tu vas le voir. Ils n'ont pas suivi? Avec quelles intentions? De quoi? Je ne sais pas, parce que heureusement, ces types ont été arrêtés. Mais ils nous poursuivaient et ils se rapprochèrent de plus en plus de nous. En train de filmer un autre reportage sur El Puig, dans ce cas-là, c'était uniquement moi qui filmais ce reportage à El Puig. Ils ont commencé à me lancer des pierres depuis les fenêtres, j'ai dû partir de là. Pour moi, c'est une zone. Waouh! Au quartier du Prince, on te menace déjà avec un pistolet, avant même d'entrer. Ça, c'est aussi enregistré. Et on te... Dis-moi qu'ils vont te tirer dessus si tu entres dans le Prince. C'est une zone, non? Waouh! Il n'y a pas que le Raval, El Puig, le Prince, beaucoup d'autres zones deviennent peu attrayantes. Tu vas à Murcie dans le quartier du Carmen et tu te sens vraiment mal à l'aise. Tu vas dans certains quartiers à Madrid. Je parle de lave-à-pied à certaines heures et tu te sens vraiment mal à l'aise. Ce sont des zones qui sont à la limite du non. Pour ceux-là, c'est non. Torre Pacheco. Torre Pacheco. J'ai été à Torre Pacheco et à une certaine heure, pour moi, Torre Pacheco devient un peu inconfortable. Parce que moi, même si on ne me frappe pas, ou même si on ne m'insulte pas, moi non, moi je n'aime pas, je n'en profite pas. Avec beaucoup de populations maghrébines rassemblées entre eux avec des allures un peu étranges, me regardant de façon intimidante. Je ne me sens pas bien, même sans qu'ils me fassent quoi que ce soit, ce n'est pas rassurant. Si une ou deux personnes te regardent, tu peux penser que cela t'arrive aussi avec n'importe quel Espagnol. Mais s'ils commencent déjà à se rassembler parce qu'ils te regardent, que tu es en train de faire un reportage, ils te regardent, que tu es en train de documenter certaines choses, ils te regardent. Que tu vas rendre justice après ce qui s'est passé, cela s'est passé récemment. Ils se rassemblent à 20 au coin de la rue pour te fixer d'un air intimidant. Pour moi aussi, ça, je n'en veux pas dans mon pays. Je veux marcher tranquillement.
Je ne veux pas que les gens me regardent d'un air menaçant, comme pour dire que si je ne pars pas, j'aurai des problèmes. Moi, je ne veux pas ça dans mon pays. Désolé, je n'en veux pas. Hein. Si toi tu le veux, tant mieux. Mais moi, je n'en veux pas. Ruben, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce problème est exclusif à l'Espagne, mais en réalité, je considère de mon point de vue que l'Espagne est assez en retard. Parlez-vous déjà de ces zones interdites liées à l'immigration illégale par rapport au reste de l'Europe? La France? Que va-t-il se passer avec la France? Que va-t-il se passer avec la Belgique? Que va-t-il se passer avec l'Allemagne? Lequel est-ce? L'Europe fait face à une situation délicate. J'ai de l'amour pour tous, quelle que soit leur race ou religion, tant qu'ils viennent apporter quelque chose et ne veulent de mal ni à moi ni aux miens. Mais je ne vois pas de belle issue à cela. Non, moi non plus. Écoute, pour moi, de mon point de vue, il y a beaucoup de pays qui ont une solution complexe. Par exemple? France, Belgique, Royaume-Uni. Putain, Royaume-Uni, hein? La Suède commence à prendre les choses en main. Attends. Certains pays comme le Royaume-Uni n'ont-ils aucun salut? Le Royaume-Uni a encore un salut, mais c'est un salut complexe. Un salut complexe? Tu veux dire compliqué? Je parle d'un conflit civil, une guerre. C'est la seule chose qui peut résoudre la situation dans de nombreux pays en ce moment. La France, pareil, n'est-ce pas? Je pense que la France a encore une option politique, mais elle doit la saisir, hein? Elle doit prendre des décisions très déterminantes. Pourquoi fais-tu une... Différence entre la France et le Royaume-Uni? Pourquoi le Royaume-Uni? C'est ta seule solution? Parce qu'au Royaume-Uni, ils ont conquis le pouvoir politique. En France, ils l'ont conquis, mais à petite échelle. Au Royaume-Uni, ils sont déjà présents dans les parlements régionaux et les villes. Lorsqu'ils s'infiltrent déjà dans les sièges politiques, lorsqu'ils ont déjà le pouvoir législatif, cela devient déjà complexe. Bien sûr, ils vont légiférer pour eux-mêmes. Et quand ils élaborent des lois adaptées à leurs coutumes et à leur mode de vie, soit tu t'y opposes, soit il n'y a pas de solution. Alors, je pense qu'en France, mais il y a encore une option politique pour résoudre ce problème. Parce que la classe politique française en ce moment, hein, si elle décide de réagir, elle aura le pouvoir de réagir. Mais nous avons déjà vu de nombreux conflits au Royaume-Uni qui non seulement ont été passés sous silence, mais où l'on a aussi fait appel à des leaders de certaines communautés pour résoudre ces conflits. Donc là, d'une certaine manière, implicitement, on reconnaît déjà qu'ils ont un pouvoir politique sur la société anglaise. Revenir en arrière est complexe. Et avec cette histoire des chefs religieux, y a-t-il un lien avec les taux de criminalité? Et il y a beaucoup d'endroits ou beaucoup de villes en Espagne. Ce que nous avons mentionné, le PUSH, c'est que beaucoup de conflits au PUSH ne seront pas résolus par la police nationale. Ils seront résolus. Le chef religieux. Et quand le chef religieux résout un problème, quand le chef religieux intervient sur certains délits pour les résoudre en appliquant la loi islamique ou la charia, cela ne va pas dans les statistiques du ministère de l'Intérieur. Nous ne serons donc pas conscients si la criminalité augmente dans certains ghettos déjà présents en Espagne? Parce que cette délinquance est contrôlée par le chef spirituel, et donc il n'arrive rien de plus au chef spirituel. Il laisse une note. 50 vols violents ont eu lieu dans le quartier. Qu'avons-nous résolu avec notre manière de traiter ces problèmes? La police n'est pas intervenue, c'est l'imam qui est intervenu, et c'est l'imam qui a rendu justice. Alors, de cette façon, il sera aussi difficile de connaître la tendance criminologique de nombreuses régions et de nombreuses zones espagnoles. Mais pour revenir encore une fois, le lien avec ce que tu me disais, pour moi, le Royaume-Uni, justement pour cela, a une solution difficile. Et c'est pourquoi je pense que la France, si elle réagit, attend, ce qui me semble être le cas. Bon, ils sont en retard, non? Mais ils sont très en retard, mais oui, maintenant il y a une réaction. Ils appuient sur l'accélérateur du côté de nombreux collectifs de jeunes, mais aussi de partis politiques. Il y a aussi de jeunes leaders politiques, comme Mario Maréchal, qui portent une réponse non seulement politique, mais aussi sociale à tous ces problèmes et qui sont prêts à les résoudre. Mais bien sûr, les citoyens français doivent d'autant se rendre compte que la solution est là. Et voter? En conséquence, au moment de
le problème. Ruben, ce que je vois, c'est qu'une grande partie de la population est satisfaite des circonstances qui nous sont imposées depuis Bruxelles en ce qui concerne l'immigration et l'illégalité. Par peur d'être traité de raciste ou xénophobe, tu ne ressens pas pareil? Oui, totalement, ça, il y a beaucoup de peur. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas l'ampleur du problème, parce que la majorité de la population ne connaît absolument rien de ce dont nous avons parlé ici. Parce qu'on passe l'après-midi à regarder la télévision. Et parce que la télévision parle des jeunes, et parce que la télévision parle des minorités, et parce que la télévision parle de racisme et de xénophobie. Tu ne t'en rendras pas compte, car la télévision parle de guerre, de faim, de garçons et de filles. Et alors, la plupart des citoyens espagnols n'en sont pas encore conscients. Et ceux qui en prennent conscience le font par la force des choses. Ils en prennent conscience parce qu'ils vivent le problème devant leur porte. Pas parce qu'ils l'ont découvert via ta chaîne, ce qui aurait été préférable, mais simplement parce qu'ils l'ont découvert. Parce qu'ils ont violé une jeune femme, ils l'ont découvert parce qu'ils ont tabassé un vieil homme, ils l'ont découvert parce qu'ils ont tué un sacristain. Parce qu'ils ont accusé leur fille. Bien sûr, ils s'en rendent compte, mais la plupart des gens l'ignorent, absorbés par le football, la bière, la préparation des vacances et la peur d'être en retard. Alors bien sûr, si les gens avaient une véritable connaissance de la situation dans laquelle nous sommes et de ce que cela peut signifier à court terme, parce que c'est à court terme, si nous ne renversons pas cela. Si les gens étaient vraiment conscients de cela, ils réagiraient de manière ferme et à temps. Surtout ceux qui ont une famille. Ça me fait vraiment peur. Tu sais qu'hier, on a volé la voiture du petit ami, mon frère? Hier, on a volé la voiture du petit ami de mon frère. L'autre jour aussi, enfin, il y a quelques jours, ils ont essayé, je ne vais pas décrire le profil, mais ils ont essayé de braquer mon petit frère, aussi avec une arme, c'était un pistolet à blanc. Cependant, pour qui l'ignore, la situation reste très difficile. Ruben et moi, exactement pour ça. Je ne vis pas dans un quartier moins cher, parce qu'un quartier moins cher signifie qu'il y a plus de problèmes. Et je paye une fortune de loyer chaque mois parce que je n'ai pas encore assez économisé pour m'acheter une maison. Et en voyant la situation telle qu'elle est, en Espagne, avec les impôts, la sécurité, tout en général. Les quartiers et les quartiers là les plus aisés aussi, hein? Les quartiers les plus aisés sont également touchés. Je pense que, bien sûr... Oui. Eh bien, Almeria va demander à certains qui vivent dans des lotissements, ceux qui y passent à l'été, Qu'ils entrent dans les maisons, bien sûr. qu'ils entrent chez eux. Ils les ont même trouvés en train de se baigner dans leur piscine. Et alors, que se passe-t-il quand ils les voient là, en train de se baigner dans la piscine? Eh bien, ils appellent la police, évidemment. Maintenant, ils appellent la police, et la police agit généralement. Mais il arrivera un moment où ils seront tellement nombreux à se baigner dans la piscine que la police ne pourra plus intervenir. Et c'est alors que les problèmes commenceront. Tu ne considères pas que le peuple espagnol actuel est lâche comparé à ce qu'ont été nos ancêtres historiquement? Oui, lâche, endormi et efféminé. Désolé de le dire, peu m'importe d'offenser. Vraiment, bah, ça me donne un vrai... Oui, non, parce que je parle avec beaucoup de gens. Les gens me disent, il m'est arrivé ceci, cela est arrivé à mon voisin, il se passe ceci ou cela dans mon village. Je lui demande, tu le dirais devant moi, laissé à la caméra? Non, Cara. Non, parce que voyons ce qu'ils vont dire. Bien sûr, pas seulement ça, mais je te le dis pour que ce soit toi qui le raconte. Et si quelque chose t'arrive, que ça t'arrive à toi, mais que ça ne m'arrive pas, à moi non. C'est là? Si tu penses que ça ne m'arrive pas, ça touchera ton fils, ta fille, tes parents, toute ta famille. Oui, le pire, c'est qu'on reste avec la honte. Et tu vas regretter de ne pas avoir reconnu ce problème à temps. Oui, et en plus, Ruben, l'autre jour, j'ai défendu JAN. 2030. Tu sais qui est le A? Bon, je ne vais pas raconter ce qui lui est vraiment arrivé parce que je ne veux pas semer la panique. Mais c'est très grave, très grave. J'ai publié une story très dure en disant que là, ça commence à devenir. Que toute personne qui vient de l'extérieur, qui ne se positionne pas clairement contre. Ce genre de racaille qui est capable, en plein jour, de pratiquement lyncher quelqu'un à mort. Il se promène avec une caméra, et alors, il provoque, il dit que vous êtes ingénieur alors que ce n'est pas vrai.
C'est vrai que Yann a un style assez provocateur, on pourrait dire ça, mais qu'il aille dans le quartier des Bourges, à la Moraleja, pour dire « Regardez-les ici en train de jouer au golf », bon, etc. Tu verras, ça ne lui arrivera jamais. Alors, vraiment, ce que ces gens ont fait, en lui donnant une raclée presque mortelle avec des couteaux, des outils, des machettes, des barres de fer, À Yann, ce qu'il a fait, c'est démontrer que tout ce que fait Yann est complètement Justifié. Mais c'est qu'ils vont. Te chercher. Mais ils vont te tuer. Ils ne vont pas. te prévenir, non? Ils vont en finir avec toi. Tu sais, Combien de menaces de mort j'ai reçues? ça, j'en ai reçu beaucoup, je les ai signalés et on m'a frappé avec une barre sur la... Et toi? Aussi, en sortant de chez moi pour faire ce que je fais, Maintenant? Et toi? Je veux dire, tu as subi des conséquences? j'ai subi des conséquences physiques de la part de la population maghrébine pour avoir fait ce que je fais. Alors, voilà. En allant filmer le reportage à El Pouch, 2 jours des pierres n'en peuvent tomber sur moi depuis les fenêtres. Si j'ignore ces signaux de leur part, appelons-les comme ça. Qu'est-ce qui me serait arrivé? Quelle aurait été la suite? Après les pierres, qu'est-ce qui vient? Et si on te frappe avec une pierre sur la tête, tu sais déjà pourquoi on te frappe avec une pierre sur la tête. Parce que j'ai publié la vidéo, les pierres y passaient par ici, et j'ai arrêté d'enregistrer en disant à un policier qui venait avec moi pour m'aider. Je pense qu'on doit déjà sortir d'ici. Oui, et on est sorti de là, parce que après les pierres, qu'est-ce qui vient? Dans un endroit où tu sais qu'il y a des oratoires clandestins, dans un endroit où tu sais qu'il y a des profils radicalisés, dans un endroit où tu sais qu'il y a des armes, quand tu vois des pierres, pars de là, surtout en plein jour. Je crois qu'il était 3 heures de l'après-midi ou quelque chose comme ça. C'est que, Ruben, c'est de plus en plus dangereux. Mais je veux te poser la question. Avons-nous parlé de la solution de la France? Avons-nous parlé de la solution du Royaume-Uni, plus radicale? Selon toi, l'Espagne a... Une solution? Oui, l'Espagne est encore dans les temps, mais elle doit agir maintenant et de manière ferme. Tu parles déjà de géopolitique. En géopolitique, tu évoques déjà une période... De moins de 2 ans. Oui, parce que maintenant aussi le Maroc est tranquille. Il est tranquille à cause de tout ce qui concerne la Coupe du Monde. Le Maroc nettoie ses rues. Le Maroc veut paraître occidental. Le Maroc veut mettre en avant sur la scène internationale ses villes propres, sans criminalité et avancer. Le Maroc veut faire une vitrine. Il est en train de faire une vitrine. Donc comme le Maroc fait une vitrine, le Maroc ne peut pas mener certaines actions en ce moment. Mais quand la Coupe du Monde sera passée, sinon on agit déjà. Et si au Maroc on ne disait pas comment sont ou ne sont pas les choses? On va avoir des problèmes à partir de 2030 parce que ça ne va plus rien changer pour le Maroc, parce que le Maroc n'aura plus besoin de faire semblant. Ce qui se passe, c'est que maintenant, il doit avoir l'air d'un grand pays. Il doit avoir l'air d'un pays occidental. Et il nous accorde une certaine trêve. Après la Coupe du Monde, nous aurons des problèmes. Qui sera au gouvernement en 2030? Nous l'ignorons. Qu'est-ce qui aura été fait d'ici là? C'est pourquoi nous devons agir dès maintenant. Le message doit être envoyé tout de suite et le message doit être envoyé maintenant. Que le Maroc veut paraître ce qu'il n'est pas. Parce que, comme le Maroc veut paraître ce qu'il n'est pas, nous pouvons profiter de cette fenêtre pour dire au Maroc et envoyer au Maroc le message approprié. Je trouve hallucinant que nous préparions une Coupe du Monde avec un État-nation qui est littéralement en mode belligérant contre nous. C'est... Du surréalisme. Non, c'est surréaliste, c'est surréaliste. Oui, il n'y a pas... Par où le prendre? Et vraiment, à ton avis, quel parti politique pourrait apporter une solution à ce problème? Parce que c'est là qu'est le plus gros melon de tous. Penses-tu que Giorgia Meloni gère bien cette question? Immigration Moitié, personne ne travaillera. complet. Il y a un prix politique que tu dois être prêt à assumer. Si tu entres au gouvernement et que tu veux résoudre ce problème, tu dois commencer dès que tu mets les pieds à Moncloa et assumer le prix politique. Et accepter que tu restes peut-être ces 4 années. Tu ne peux pas avoir l'intention de rester au pouvoir. Tu dois avoir l'intention de sauvegarder ton pays, de protéger. 4 ans, non? Ce problème ne disparaît pas parce que tu es là. Ça dépend de la façon dont tu agis. Parce que si tu agis d'une manière où ta population, comme le fait Boukel, ou ta population, en peu de temps, elle va prendre conscience de tout cela et que c'est toi qui as été capable de le résoudre. Il pourrait t'offrir plus d'années. Mais bien sûr, tu ne dois pas penser à ça.
Tu dois penser que tu entres pour résoudre le problème de ton pays. Un seul parti politique ne peut pas régler cela. Là-dessus, la société civile a aussi beaucoup à dire, et ici en Espagne, au niveau civil, on fait peu. Je pense que nous devons aussi nous mobiliser. Parce qu'au final, un mouvement civil est aussi capable de faire suffisamment pression pour que le pouvoir politique fasse ce qu'il doit faire. Mais bien sûr, nous devons être unis. Nous devons être unis avec logique, avec bon sens, sans faire l'idiot et en sachant dans quoi nous nous engageons. Sans nous perdre dans des histoires étranges de drapeaux et d'idéologies, ni partis politiques. Je pense que ça doit être un mouvement social qui peut être dirigé par un parti politique à un moment donné, mais qui doit vraiment changer beaucoup le paradigme. Pour que je te dise qui peut le faire et qui ne peut pas, Le faire, je suis complètement d'accord, Ruben. En définitive, tu envoies un message d'espoir. Mais si à la fin de la journée nous avons la tête sur les épaules et que nous sommes conscients. Et ce ne sont pas des récits, ce ne sont pas des opinions. Ce dont on a parlé ici, c'est de la pure statistique, de la pure information. Que celui qui veut l'assume, les autres continuent dans le film. Mais qu'il sache qu'il cause un grave préjudice à la nation, un grave préjudice à l'Espagne. Et que les conséquences, même si tu ignores la réalité, resteront les mêmes. Par conséquent, quel message donnerais-tu au public pour? eh bien, lorsque vous prendrez conscience de ce qui se passe, parce que vous en prendrez conscience, et si vous en êtes conscient, ne fermez pas les yeux. Qu'ils ne le cachent pas, qu'ils fassent tout leur possible pour que leurs voisins, leurs amis, leurs proches, les personnes les plus proches sachent ce qui se passe, qu'ils ne le cachent pas. Ou que lorsqu'un débat s'ouvre, ils minimisent la gravité de la situation. Nous sommes à l'ère de la sensibilisation, au moment où les gens doivent savoir ce qui se passe et les conséquences que cela peut entraîner. Alors, nous ne pouvons pas hésiter. Nous ne pouvons pas nous réfugier dans « ils diront qu'on est raciste, mon voisin ». Peu importe, qu'ils ne te parlent pas, qu'ils te traitent comme ils veulent, ils diront pire s'ils ne sont pas avec toi. Alors parle sans peur, fais prendre conscience au tien. Je pense qu'ainsi nous pouvons tisser un grand réseau de sensibilisation citoyenne, qui peut finir par avoir au final un certain résultat positif. Je l'ai dit il y a quelques jours à un haut responsable de la police. J'apprends qu'un crime a eu lieu dans une ville et je lui dis « Écoute, d'après ce que je vois, je pense qu'un Espagnol n'en est pas l'auteur. Tu vois dans les procédures Mataleon, Machette, tu vois certaines choses et tu te dis « ça ne me semble pas être un Murcien. C'était à Murcie. » Et le haut responsable de la police me dit « Tu ne pouvais pas le dire. » Et je dis « Eh bien non, en reconnaissant le problème, tu auras du mal à le combattre. » Donc il faut reconnaître le problème, il faut sensibiliser à l'ampleur du problème et il faut être prêt à lutter contre le problème. Et nous pouvons le faire de multiples façons. Procéder. Je suis d'accord, Ruben. D'en haut, on tente juste de cacher le soleil avec un doigt, mais on se brûle tous au final. C'est ça. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Ce fut un immense plaisir de t'avoir ici, Ruben. Cette maison est la tienne. J'essaierai de te trouver un représentant de la Croix-Rouge ou d'une organisation non gouvernementale pour débattre avec toi. Nous allons l'organiser. On verra. Ça, voyons s'ils osent. Et messieurs, celui qui veut accéder à la boisson a le lien dans la description de la vidéo. Et nous allons laisser dans le commentaire épinglé l'accès à ma communauté privée.